Mesdames et messieurs, bonjour. Un bel événement dans cette édition de 13h, le lancement de la 31e campagne des pièces jaunes. La présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État, est en direct avec nous. Elle est aux côtés du parrain des pièces jaunes cette année encore, Didier Deschamps. On les retrouve dans un instant tous les deux pour essayer de remplir ensemble ces fameuses petites tirelires. Auparavant, le reste de l'actualité et les prévisions météo d'Evelyne qui nous annonce du soleil cet après-midi, du sud-ouest aux Alpes et à la Méditerranée. Ailleurs, des nuages, surtout de la Bretagne au centre et à l'Alsace avec un peu de pluie. Les températures continuent à grimper, c'est étonnant. Jusqu'à 17 degrés cet après-midi à Nice, 16 à Perpignan, 15 à Biarritz, 14 à Nantes, 13 à Lille, Paris, Clermont-Ferrand et entre 7 et 9 degrés dans le nord-est. Une douceur exceptionnelle pour la saison et en même temps, on apprend que 2019 a été la deuxième année la plus chaude de l'histoire depuis 2016, juste après 2016. En France, du côté de Dunkerque, on dépassait déjà allègrement les 13 degrés ce matin. Même la nature est un peu chamboulée en ce début d'année. Dans le nord, Sébastien Ambert, Thierry Chartier. Sur la place Jean-Bart à Dunkerque, au pied de la statue du Corsaire, on démonte la patinoire. Et avec 11 degrés, ici, on a chaud. Limite trop chaud, hein, effectivement. Travail physique, on est vite en sueur. Du temps comme ça, on y est vite, quoi. Il fera même 17 degrés cet après-midi. Dans les jardins, on s'inquiète évidemment, pas tellement pour les légumes, mais pour les arbres fruitiers. On craint un bourgeonnement précoce. Ces bourgeons vont avoir tendance à s'ouvrir et à former des fleurs. Mais si au mois de février ou en mars, on a des vents d'est avec un froid important, des gelées, ces fleurs vont être détruites par le gel. Oui, car les températures font le yo-yo. Météo France annonce une baisse de ces températures la semaine prochaine. En attendant, sur la plage de Malo, Julien promène son chien et il a oublié son écharpe. C'est agréable de balader, à part qu'il y a un peu de brume, que ça rafraîchit un peu, autrement il fait encore meilleur. Parce qu'il y a un peu d'humidité là, qu'il y a un peu de fraîcheur, sinon il ferait bon. Hein. Sur la digue un peu plus loin, le cœur balance entre la joie de ces températures printanières et l'inquiétude d'une météo chamboulée. Moi je suis né en 53, moi j'ai connu des hivers très rigoureux. Non, on ne les trouvera plus ces hivers-là. Quand même, là, c'est effectivement des températures qu'on normalement on n'a pas. 17 degrés, ça paraît incroyable. Je trouve pas ça très normal. Je me plains pas de la température, mais c'est pas normal. Et demain, ça continue, il fera doux, 13 degrés à Dunkerque. Alors il y a la météo, mais le premier grand titre de l'actualité, c'est quand même la riposte iranienne à la frappe qui a tué le général Soleimani. 2 bases abritant des soldats américains en Irak ont été visées cette nuit par une vingtaine de missiles iraniens. Est-ce le début de l'escalade que l'on craignait? Patricia Alémanière. Plus d'une dizaine de missiles tirés dans la nuit. L'alerte a retenti quelques minutes plus tôt, permettant aux soldats de se mettre à l'abri. Visées, 2 bases, où sont stationnés une partie des 5000 militaires américains en Irak. 1 heure plus tard, Donald Trump, qui avait visité une de ces bases il y a un an, déclare dans un tweet: l'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien. En clair, pas de victimes. Guerre de communiqués, d'images. La télévision iranienne diffuse des vidéos, celles des tirs, qui auraient fait, selon le présentateur, plus de 80 morts. Au même moment, le guide suprême s'adresse à un parterre de fidèles survoltés. C'est une gifle infligée à l'Amérique. Mais l'action militaire ne suffit pas. Près d'Irbil au Kurdistan, des missiles sont tombés hors de la base sans faire de victimes. Les milices chiites promettent déjà de nouvelles représailles. Air France et plusieurs compagnies aériennes ont décidé de ne plus survoler l'Irak et l'Iran. 80 morts, disent les Iraniens, mais tôt ce matin, les Américains affirmaient qu'il n'y avait aucune victime. Donald Trump doit s'exprimer aux États-Unis d'une minute à l'autre. On va retrouver Catherine Gentil de CanCode en direct à Washington. Catherine, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Eh bien écoutez, tout dépendra du fait qu'il y ait ou non des victimes américaines. Vous l'avez vu pour l'instant, c'est extrêmement confus. D'un côté, les Iraniens
disent qu'ils ont tué 80 terroristes américains, pour reprendre leur terminologie, alors qu'ici, l'information qui circule à Washington est plutôt en effet qu'il n'y a pas eu de victimes, notamment parce que Téhéran a pris soin de ne pas attaquer la plus grande base américaine en Irak, où les troupes sont les plus nombreuses, et aussi parce qu'en effet, l'alerte a été donnée suffisamment tôt pour que les soldats puissent se rendre dans les bunkers pour se mettre à l'abri. Alors maintenant, on va être fixé très vite, puisqu'en effet, ici à la Maison-Blanche, Donald Trump devrait s'exprimer rapidement. S'il y a eu des victimes américaines, étant donné le langage très guerrier qu'il a eu ces derniers jours, on imagine mal qu'il n'attaque pas l'Iran d'une manière ou d'une autre. Si en revanche personne n'a été tué, eh bien on peut espérer qu'il y aura une désescalade, en tout cas jusqu'à la prochaine crise. Merci beaucoup Catherine, une désescalade que souhaite officiellement notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il condamne l'attaque iranienne, mais il appelle à cette désescalade. À propos de l'Iran, sachez qu'un avion de ligne ukrainien s'est écrasé juste après son décollage de Téhéran ce matin. 176 personnes à bord, dont une soixantaine de Canadiens. Il n'y a pas de survivants. En France, 35e jour de mobilisation des cheminots contre la réforme des retraites, des cheminots et depuis hier, vous le savez, du personnel des raffineries. Nos 8 raffineries sont touchées, comme ici celle de Grand Puy en Seine-et-Marne. Des images de Bruno Poiseuil. La production continue, seules les expéditions sont bloquées, mais il n'y a toujours aucune pénurie dans les stations. Et puis pour les trains, la situation s'est encore un peu améliorée ce matin. On verra les chiffres dans un instant. Ça reste très compliqué quand même par endroits. Un exemple dans le Nord, aucun train depuis 35 jours entre Paris et Cambrai et aucun bus de remplacement. À Cambrai, Cédric Pueyo et Gauthier Delobette. 5h40, il est bon, il est l'heure, il faut partir. Béatrice vit la même galère depuis 5 semaines. Avant la grève, elle prenait le train entre Cambrai et Paris où elle travaille. Mais depuis le 4 décembre, plus aucun trajet n'est assuré. Alors, elle se rend désormais à la gare de Saint-Quentin, à 40 km de chez elle. C'est le stress pour être à l'heure au travail, hein, surtout. Ne pas arriver trop en retard, hein, c'est du temps de perdu en fin de compte. Hein. Le soir, je suis obligée de partir beaucoup plus tôt de mon travail aussi, parce que je n'ai pas non plus de métro. J'ai à peu près minimum 30 à 40 minutes de marche. Oui, c'est pesant. Son mari Philippe assure les 2 allers-retours quotidiens, 150 km à parcourir. Pas facile, mais c'est la seule solution. J'ai l'obligation de me lever et de la conduire. J'ai pas d'autre moyen de faire cela, quoi. Malgré que je suis en arrêt maladie. C'est des journées difficiles, compliquées, mais bon, on s'adapte. Et puis ce soir, la chance. Et s'adapter, c'est aussi ce qu'a fait Eric. Pour pouvoir continuer son activité de juriste, une seule alternative pour ce Cambraisien, le télétravail. Pratique certes, mais aujourd'hui, il se sent isolé. Ça change dans la mesure où on ne voit plus personne, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on travaille, on reste chez soi le midi à manger, on termine le soir, il est 17h30, 18h, et on voit quasiment personne. Si aucune reprise n'est envisagée pour l'heure à Cambrai, des trains ont circulé à nouveau au départ de Maubeuge ce mercredi. Une éclaircie seulement avant la journée noire annoncée demain. Oui, demain, jour de grande manifestation sur l'ensemble du territoire. Regardez le trafic que prévoyait la SNCF pour aujourd'hui. 3 TGV sur 4 en circulation, 6 TER sur 10, 1 Transilien sur 2, avec moins de 7% de grévistes, mais 38% des conducteurs. Pour le PDG de la SNCF, la situation est grave, préoccupante, dit-il, avec une perte évaluée déjà à 700 millions d'euros. Demain, donc, ce sera peut-être plus compliqué. C'est une nouvelle journée nationale d'action avec des manifestations partout. Et ça inquiète énormément les commerçants qui ont lancé ce matin leur solde d'hiver pour essayer de se rattraper d'un Noël déjà un peu gâché. À Toulouse, Julien Crescent et Jean-Vincent Fournis. Les bonnes affaires n'attendent pas. Vous cherchez quoi? Dans ce magasin, certains sont venus dès 10h pour ne rien rater. Moins 30, moins 40 et même déjà moins 50% de réduction. Difficile d'y résister. Je trouve qu'elle me va très bien. Ouais, je crois que je vais la prendre. J'ai vu des chaussures qui étaient soldées à 40 €. C'est quand même intéressant, voilà, pour moi qui suis étudiante par exemple, d'acheter une paire de chaussures à prix réduit. Je vais revenir un peu cet après-midi avec ma fille qui ne travaille pas cet après-midi, un petit peu. Voilà. Si les clients sont au rendez-vous, Céline a pourtant du mal à se réjouir. Entre les manifestations des Gilets jaunes et la grève contre la réforme des retraites, son chiffre d'affaires a chuté de 50% en 2019. Et même en cas de bons résultats,
ces soldes d'hiver ne lui permettront pas de redresser sa trésorerie. Vu que ça dure depuis plus d'1 an qu'on a été impacté, c'est quand même bien compliqué de penser à se rattraper. On espère limiter la casse. L'idée, c'est de ne pas garder les collections en magasin et de passer à autre chose. Et voilà. Cette année, les soldes ne vont durer que 4 semaines contre 6 auparavant. Si Frédéric espère profiter de la période pour écouler son stock, il craint déjà les prochaines manifestations contre la réforme des retraites. Pour nous, s'il n'y a personne en ville, il n'y a rien qui se manifeste. Les bus ne circulent pas, les métros sont souvent bloqués, il y a une affluence qui est très très réduite. On a peur que ça soit déjà à moitié foutu. Premier test demain. Une nouvelle manifestation est prévue à 10h dans le centre-ville de Toulouse. Je vous le disais en titre, un événement dans cette édition de 13h, le lancement maintenant de la 31e campagne des pièces jaunes pour cette année. Et nous sommes en direct avec celle qui a succédé à Bernadette Chirac à la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, aux côtés du parrain des pièces jaunes, Didier Deschamps. Madame Macron, Didier Deschamps, merci à tous les deux d'être en direct avec nous. Brigitte Macron, vous voit rarement à la télévision. C'est même une première en direct pour vous. Dites-nous pourquoi les pièces jaunes vous tiennent tant à cœur. Alors, bonjour Jean-Pierre, merci de nous recevoir dans votre émission. Tout d'abord, le premier déplacement après que le président soit devenu président, ça a été l'Institut Gustave Roussy. Je me suis retrouvée à Villejuif, dans l'Institut contre le cancer, au service pédiatrique. Et j'ai pu mesurer ce qu'est la souffrance des enfants, des parents, ce qu'est l'engagement de tous les soignants. Ensuite, je suis allée aux soins palliatifs à Necker, enfants malades. Ils ont relayé tous cette parole. Et j'ai pensé, on ne peut pas ne pas faire. Et quand j'ai rencontré Madame Chirac, on en avait parlé. Et au mois de juin, quand elle m'a demandé de prendre la succession et qu'elle m'a passé le flambeau, ça s'est fait tout naturellement. Je me suis très orientée par la correspondance que je reçois, les lettres de détresse que je reçois. Et je veux dire qu'aux parents, que je les entends et que je ferai tout pour les aider. Alors, il y a déjà des milliers d'actions des pièces jaunes grâce à l'action de Madame Chirac. Je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage encore aujourd'hui. Quelle nouveauté avez-vous envie de lancer cette année ? Un immense hommage. Un immense hommage. Merci pour tout ce qu'elle a fait. Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, on voit la place que grâce à elle, les familles ont pu prendre dans les hôpitaux. Merci Madame, vous avez toute mon admiration et je vais essayer effectivement de faire comme vous et de donner, de relever encore de nouveaux défis. Toujours pour les enfants, pour les parents. De l'importance de ce qui est en train de se jouer. Toujours pour les enfants, pour les personnes les plus vulnérables, pour les adolescents. Oui, alors on va être pour les patients, pour les soignants et pour les aidants, tous ceux qui aident également autour. Ça va être nos 3 axes cette année. Didier Deschamps, parrain cette année encore. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes très impliqué l'an dernier, vous avez fait énormément de choses. Pourquoi est-ce si important pour vous ? Vous êtes un homme de cœur et de terrain, disait de vous Brigitte Macron. Pourquoi est-ce que vous continuez ? Bonjour Jean-Pierre, oui, j'ai eu l'honneur, à la demande de Madame Chirac, qui m'a sollicité pour être le parrain l'an dernier. Et comme Madame Macron a souhaité que je continue, c'est avec grand plaisir. Je suis très sensible à la cause des enfants. Et à partir de là, à partir du moment où je m'engage, je le fais à fond. Donc de pouvoir mettre un peu de ma notoriété au service de tous ces enfants, des parents, parce qu'il n'y a pas que les enfants, bien évidemment, c'est eux qui souffrent, mais il y a les parents qui sont là, qui sont autour, qui ont besoin de les entourer, d'être près d'eux. Et puis évidemment aussi le personnel hospitalier pour qu'ils aient les meilleures conditions de travail possibles. C'est des gens qui sont dévoués, qui donnent beaucoup de leur temps, heureusement. Et s'ils arrivent à avoir encore de meilleures conditions de travail, ils seront encore plus performants. Mais je pense que de venir dans ces centres de pédiatrie comme ici à Orléans aujourd'hui, qui est immense et magnifique, ces enfants nous donnent un formidable exemple de vie, malgré tous leurs soucis qu'ils peuvent avoir. Ils ont toujours le sourire, alors qu'on a toujours plutôt tendance les uns et les autres à se plaindre pour un oui et pour un non. Voilà, eux, du matin au soir, ils ont le sourire. Même. Ils nous donnent souvent une belle leçon. On vous retrouve dans un instant, mais juste à côté de l'endroit où vous êtes, il y a, grâce aux pièces jaunes, une formidable association qui s'appelle MOM, qui a pu ouvrir l'an dernier une maison des familles à l'entrée de l'hôpital. Et vous allez voir, on est au cœur de vos objectifs pour les pièces jaunes. Reportage de Caroline Bell et Bichente Akala.
Johanna et Christophe viennent tout juste d'arriver de Dreux, à 130 km de là. On va dormir là ce soir et puis on verra demain, selon l'état du petit, si on redort une nuit de plus là. La nuit dernière, leur bébé de 2 mois a été transféré en réanimation à l'hôpital d'Orléans. On était un peu en panique hier soir, quoi. On aurait peut-être pris une nuit d'hôtel. Ouais, on pensait prendre une nuit d'hôtel ou sinon dormir dans la chambre. Enfin, en même temps, on pouvait faire dormir qu'un seul parent. C'est un soulagement quoi, d'avoir ça quoi, à disposition. Quoi, surtout. Et juste à côté de l'hôpital. Quoi. Ils viennent de s'installer dans l'une des 12 chambres. Ici, chacun paye en fonction de ses revenus. Pour eux, ce sera environ 18 € par nuit. Le reste sera pris en charge. Pendant que Johanna et Christophe se pressent de rejoindre leur bébé hospitalisé, voici Laetitia. Elle a passé 2 mois ici. Aujourd'hui, elle rend visite aux bénévoles de la Maison Môme. On peut se retrouver dans une situation où on pourrait ne pas avoir d'endroit où se loger face à une urgence ou un parent en situation de détresse. Et la solution de la maison d'accueil est l'idéal. À la naissance, Kylian pesait 795 grammes. Laetitia a pu rester constamment près de lui et a bénéficié du réconfort des bénévoles qui se relaient jour et nuit. Le bénévole, il est quelque part dans un rôle de maître ou de maîtresse de maison et qui est effectivement très valorisant puisqu'on travaille quand même plutôt dans l'humain. Un rôle complémentaire avec celui des soignants pour le bien-être des patients. Cette maison môme y contribue puisqu'elle leur permet d'être plus présents, voilà, d'être là au moment où il y a des besoins. Je sais pas, un premier bain, ça paraît anodin mais c'est très important. Les pièces jaunes ont financé 10% du budget de la Maison Môme, où Johanna pourra rester au plus près de son bébé. Voilà à quoi servent ces fameuses pièces jaunes qui vont remplir ces petites tirelires. Madame Macron, des actions de ce type vont sans doute continuer, je pense. Vous avez repris le flambeau et vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait aussi des mesures pour les soignants, davantage s'intéresser aux soignants. Vous en avez rencontré beaucoup depuis des mois où vous allez dans les hôpitaux, des hôpitaux dont beaucoup sont encore en grève aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez le désarroi du personnel soignant depuis quelques années ou quelques mois ? Oui, je comprends. Mais je comprends aussi que s'ils sont dans un tel désarroi, c'est par ambition pour leur hôpital. Ils aiment cet hôpital, ils font tout ce qu'ils peuvent. Franchement, je vois ce qu'ils font sur le terrain. Je suis totalement admirative. Et ce qu'ils veulent, par exemple, je prends un exemple. Dans les services de soins, quand une aide-soignante est en congé maternité, il n'y a personne pour la remplacer. Donc les 3 à 6 mois que dure le congé maternité, c'est considérable. Mais elles s'arrangent, elles font le travail. Donc ce que je veux leur dire, c'est non seulement on reconnaît tout ce qu'ils et elles font, mais quand les patients nous parlent d'eux, c'est en règle générale avec des larmes dans les yeux, parce que tout ce qu'ils leur disent, c'est merci. Parce que l'hôpital, on soigne, on prend soin. Et on est là, les pièces jaunes, pour les aider avec toutes les associations, parce qu'on va faire une plateforme où toutes les associations seront accueillies pour aider les associations qui sont essentielles aussi à la bonne marche de l'hôpital. Brigitte Macron, c'est cette... Le lien avec l'école aussi. Brigitte Macron, ce dévouement du personnel du personnel hospitalier, leurs difficultés parfois, vous en parlez à votre mari de temps en temps ? Bien sûr, je lui en parle, mais il m'en parle également. Il en a extrêmement conscience. Donc ils sont véritablement tous à la tâche sur ce sujet parce que on veut préserver notre hôpital. Notre hôpital, les Français l'aiment. On a un des meilleurs systèmes au monde. Je vois les internes à la fin de leurs études, tout ce qu'ils savent faire, c'est absolument unique. Et nos études, et ce que nous faisons à l'hôpital. Donc on va tous faire ensemble avec notre hôpital. Et c'est l'ambition que j'ai. C'est ce qu'a fait Madame Chirac, de fédérer autour de l'hôpital, mais aussi autour de maisons, comme des maisons des adolescents, et des maisons de répit également, pour donner 30 jours de repos à ceux qui doivent s'occuper d'un parent handicapé ou d'un parent malade. Donc notre soin va aller aux aidants, aux soignants et bien évidemment aux patients. Madame Macron, un petit mot rapide. À côté des pièces jaunes, vous continuez vos autres engagements contre le harcèlement scolaire, par exemple, contre l'échec à l'école ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai ouvert un institut à Clichy-sous-Bois. Il y en a un autre qui va venir à Valence, puis à Roubaix. Alors, ce sont des jeunes gens qui ont entre 25 et 40 ans, même parfois plus, qui ont un niveau lycée
et qui veulent non pas un job, mais un travail. Alors pour trouver un travail qui correspond à leurs aspirations, on les prend pendant 9 mois. Et on leur fait des cours de français, de maths, de culture générale, d'apprendre à apprendre, de digital également, pour les mettre un petit peu à flot. Et au bout de 9 mois, on va les aider à trouver un travail. Et on prend des personnes qui sortent un petit peu des dispositifs, c'est-à-dire au-delà de 26 ans, c'est parfois un peu difficile de trouver des dispositifs, mais ils sont extrêmement motivés. Et je veux dire à mes livers, puisque c'est ainsi qu'ils s'appellent, à quel point je suis fière d'eux, et je leur fais cours lundi. Merci pour eux. Didier Deschamps, on revient aux pièces jaunes. Pas de train cette année, ça tombe bien, mais plein d'actions. Vous allez y participer, vous allez jouer avec le Variété Club le 23 avril à Poissy, un match au profit des pièces jaunes. Vous allez remettre les crampons, vraiment? Oui, ça va. Bon, tant que je peux encore courir, oui, ça fait plaisir. C'est pour la bonne cause. J'espère surtout qu'il y aura le plus de monde possible parce que c'est pour la bonne cause, pour les enfants. Donc, je passerai de mon poste sur le banc à acteur sur le terrain. Ça va me changer un petit peu. Merci à tous les deux. Merci Madame Macron, merci Didier d'avoir été avec nous. Remplissez les tirelires, on a jusqu'au 15 février. Et puis on peut aussi maintenant faire des dons par SMS au 92 111. Vous tapez le mot don, 92 111, et automatiquement 5 € iront aux pièces jaunes. Et puis sachez que vendredi soir, pour les pièces jaunes, tous les animateurs de TF1 participeront à un grand concours exceptionnel, grand concours des animateurs avec que des gens de TF1, 21h, vendredi soir sur TF1. Je reviens au reste de l'actualité avec d'abord la mort d'un homme dont vous connaissiez tous le nom, le coiffeur Jacques Desange. Il a coiffé les stars, il a fondé un véritable empire de la coiffure dans 43 pays avec 1600 salons. Jacques Desange avait 94 ans. Et maintenant, on part en Bretagne avec la colère et l'incompréhension des habitants d'une petite ville du Finistère. Figurez-vous que le 1er janvier, le petit Jésus a disparu de la crèche de l'église. Je souris, mais le vol les touche d'autant plus que ce petit Jésus avait plus de 100 ans. À Crozon, Antoine Magnan et Julien Daniel. Leurs regards sont normalement tournés vers lui. Mais nous sommes début janvier et le petit Jésus n'est pas dans son emplacement habituel. Voilà plusieurs jours qu'il a été volé et à Crozon, tout le monde en parle. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé à l'église? C'est bizarre quand même. Oui. Ce qui revient beaucoup, c'est un sentiment de révolte un petit peu parce que ça touche à la religion, ça touche au symbole aussi de Noël. Sur le moment, je me dis mais c'est pas vrai quoi. Je n'en revenais pas. Même sentiment au marché où la colère prédomine face au vol de ce santon vieux de plus d'un siècle. On peut faire ce qu'on veut à Crozon, mais on ne touche pas au patrimoine de l'église. C'est breton, c'est à nous. Et ça faisait 100 ans qu'il était là. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu. Le petit Jésus, c'est quand même vachement important, c'est symbolique. Et puis, c'est tout à fait significatif d'une dégradation de notre société, quoi. Je vois pas pourquoi on va piquer le petit Jésus, qu'on lui foute la paix au petit Jésus. Devant l'émotion des paroissiens, le père Yvon Le Goff a porté plainte auprès de la gendarmerie et a souhaité informer les visiteurs à l'aide de cette pancarte. On a posé un panneau, oui, pour informer pourquoi le berceau est vide. Comme vous pouvez le lire, notre paroisse est en colère. Il n'y a pas que les anciens, les enfants se disent mais comment ça se fait que le berceau est vide et tout ça, et quand ils apprennent qu'on a volé l'enfant Jésus, ils n'en reviennent pas. Comme le veut la tradition, la crèche restera en place jusqu'au 2 février. Tous ici espèrent une réapparition de Jésus. On verra bien. La crèche, ça nous ramène à la saison, à la dernière partie de ce journal, l'hiver du 13h. Et d'abord avec une tradition gourmande. Dans le sud, c'est la semaine de l'épiphanie, mais en janvier, à la place des galettes, dans le sud, on déguste souvent des brioches aux fruits confits. Brioches avec une fève quand même. Anis Sévrinagi, Didier Laborde. Oubliez la frangipane, ici la spécialité, c'est la brioche provençale. Frédéric connaît les étapes de fabrication par cœur. Ça commence par le pétrissage, puis on incorpore l'ingrédient qui fait toute la différence. Les fruits confits, j'adore, c'est ce que je mangeais quand j'étais petit. Moi, j'aime bien garder mes traditions de mon enfance parce que c'est ce qui me donne envie de les partager plus tard après. Donc j'aime bien rester comme j'ai toujours fait. Après avoir laissé reposer la pâte, il est temps de façonner les brioches, puis de les creuser à l'ancienne. Une fois que le trou est fait, on pince avec la main, on la tourne un petit peu et avec l'autre main, j'arrondis en même temps. Comptez 15 minutes au four pour la cuisson. Pour savoir si c'est prêt, petite astuce d'artisan, retournez la brioche et observez. On pourrait très bien être très coloré dessus, mais pas cuit à l'intérieur. Or, quand on regarde en dessous, on voit qu'on a une couleur régulière, légèrement caramélisée. Donc là, on est parfait et on a vraiment une bonne souplesse.
Il reste à incorporer la fève et à décorer la brioche de fruits confits colorés. De quoi ravir les clients de cette boulangerie. C'est la tradition et elles sont très très bonnes ici. C'est moins sucré que la pâte d'amande. Donc je préfère avec les fruits, je préfère. Une petite dégustation. Certains se laissent convaincre. Elle est moelleuse, on sent ce bon goût de galette des rois qu'on a pu connaître, qui change de celle qu'on trouve en grande surface. Si vous la goûtez, vous saurez tout. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir la couronne cette année, son goût de fleur d'oranger saura réconforter les plus gourmands. L'hiver du 13h, toujours avec la suite d'une belle série entamée lundi sur les cheminées et les poêles traditionnels dans les régions. Après les Cévennes et la Bretagne, direction l'Alsace aujourd'hui. C'est le pays de magnifiques poêles, vous les voyez, en faïence, qu'une poignée d'artisans s'est restaurée avec amour et avec passion. À Caltenous, dans le Bas-Rhin, Catherine Charles et Jean-François Drouillet. Le crépitement d'un feu, mais pas n'importe lequel, celui d'un poêle en faïence. Damien Spatara restaure ces objets qui peuvent avoir pour certains plus de 3 siècles. Ça, c'est un poêle qui doit dater dans des années 1870. Pour les réparer, il les démonte façon puzzle. Des années de pratique. Et il n'y a pas d'école pour ça. J'ai eu la chance de travailler chez un vieux poêlier. Depuis 35 ans, l'artisan a restauré des milliers de poêles. Il en connaît chaque détail. Il est entièrement décoré. Il vient des manufactures de Hugelin, Strasbourg. On peut reconnaître un peu le style Napoléon III. C'était quand même un poêlier qui faisait des très beaux poêles de prestige. Une pièce rare de 1850. Un peu plus loin, un autre ouvrage, à double porte. C'était pour que la poignée ne soit pas trop chaude. Un système assez ingénieux, là, une deuxième porte qui était tirée par la première. Damien restaure dans les règles de l'art. Il a tout de même fait une concession à la modernité. La porte vitrée. J'ai vendu mon âme au diable. Parce qu'en fait, les gens venaient, ils me disaient qu'ils voulaient voir le feu. D'ailleurs, j'ai trouvé cette porte qui va très bien avec le poêle. Ça choque pas du tout. Pour lui, l'important, c'est la sauvegarde du patrimoine. Un poêle de poser, c'est un poêle de sauver. Flambant neuf, ils attendent un nouveau propriétaire. Au préalable, ils sont tous passés par l'atelier se refaire une beauté. Une beauté naturelle. Un poêle se reconstruit avec de l'argile et de la chamotte. La chamotte, c'est la brique réfractaire concassée, de l'eau, des briques réfractaires, et après, c'est tout. Quelques cales en pierre, et on assemble les carreaux avec des agrafes sur mesure. Parfois, les poêles arrivent chez Damien dans un piteux état. Il manque des pièces, d'autres sont cassées. L'artisan a alors recours à son antre secret. Et c'est quoi tout ça? Il y en a partout. Oui, alors là vous êtes dans ma caverne. Chaque fois que je trouve des poêles que j'arrive pas à sauver, je les démonte entièrement et je range par thème. Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est ça que je cherche. Bonsoir madame, ça va? Ça va, très bien, et vous? Chose promise, chose due. Un cadeau, une bouillotte à l'ancienne pour une cliente. Alors ça, vous le mettez dans le four, là. Avant d'aller au lit, vous le mettez dans les draps et voilà, vous allez avoir bien chaud. Contrairement à une cheminée, ce système de chauffage offre une chaleur douce et continue. Une fois que le feu a pris, on rajoute 2-3 bûches et puis ça tient pour la journée et ça chauffe tout le rez-de-chaussée. Damien tient à nous emmener dans sa grange, là où il a entreposé quelques spécimens monumentaux. Là, vous avez un poêle qui vient de Suisse. Alors on peut remarquer les décors, c'est vraiment un décor très fin. Les poêliers faisaient appel à des peintres. Là aussi, vous avez des très belles peintures. Ça, c'est un poêle qui vient des faïenceries de Toul. Et là, on a un poêle de Hugelin, Strasbourg. On est dans les alentours de 1870. L'Alsace était allemande, alors les inscriptions en vieux français, un acte de résistance. Pour montrer un peu... Côté rebelle. Voilà, qu'on était en France. Et là, vous avez les armoiries de Strasbourg. Caresse-moi et je te réconforterai. Pour dater ces pièces, Damien peut compter sur des archives originales. Ingénieux, il adapte aussi des poêles pour des clients qui n'ont pas de conduite cheminée. Avec des électriciens, on a fait tout un boîtier qu'on installe dans le poêle. Pas de tuyau, un thermostat, encore un poêle de sauver. Mais ça ne remplace pas le charme d'un bon feu. C'est toujours émouvant d'allumer un poêle, oui. Et pour les amoureux de ces objets de collection, il existe aussi des miniatures.
Et demain, on continue cette belle série avec les poêles en céramique du Pas-de-Calais. Et puis la suite d'une autre série maintenant, depuis lundi. On partage ensemble la vie de quelques villageois dans des hameaux, dans des tout petits villages des Alpes en hiver. Aujourd'hui, on va partir en Isère. À Ornon, il y a 150 habitants. Et vous allez voir, ils partiraient de là-bas pour rien au monde. Et on les comprend. Christophe Buisine, Frédéric Marchand. Accrochée au pied du massif du Taillefer, la commune d'Ornon est composée d'une dizaine de hameaux. En hiver, les 150 habitants partagent une vie calme et rurale. C'est parti ? Allez. Hop. Fabrice Lair a décidé de consacrer sa vie à sa passion, la montagne. Il s'est installé il y a 6 ans dans la commune. Il a quitté un travail dans l'industrie pharmaceutique pour une vie au grand air. On a une magnifique vue sur le massif des Grandes Rousses. Massif des Grandes Rousses et on aperçoit un tout petit peu au milieu là-bas les aiguilles d'Arve. Il y a des chamois. Des chamois là-bas. Voilà, qui sont bien au soleil. Ils profitent encore d'avoir la présence de l'herbe, d'avoir trop de neige. Ce jour-là, Fabrice accompagne des amis lyonnais pour une randonnée avec toujours l'envie de partager son amour des grands espaces. Pour moi, ça représente un terrain de jeu extraordinaire et une foule de choses à voir, aussi bien au niveau de la géologie, de la faune, de la flore. En fait, énormément de choses à découvrir et à faire découvrir. Entourés de sommets vierges de toute activité humaine, les randonneurs savourent cette beauté sauvage. C'est la quiétude déjà, le repos, l'immensité, le sport de glisse. Pour moi, c'est du rêve. On va dire que je m'imagine dans un... Vous voyez, on est complètement en dehors de la ville, il n'y a plus de bruit, on se sent un peu seul dans la nature. C'est vraiment très ressourçant. Émilie est originaire du village et fille d'agriculteurs. Elle a convaincu son mari Jimmy de faire perdurer la tradition familiale. Avec leurs enfants, ils ont fait le pari de continuer à vivre au pays. Ils élèvent 70 brebis pour fabriquer du fromage. Mais à cette saison, c'est la naissance des premiers agneaux qui les occupe à plein temps. C'est une période qu'on attend, mais en même temps, on sait qu'à partir du moment où les premiers agneaux vont naître, on est parti pour 8 mois de boulot en non-stop avec des horaires assez compliqués. Voilà, c'est le redémarrage de la saison. Relier les hommes, c'est la fonction de Jean-Louis Fiat. Voilà 3 générations que sa famille s'occupe du déneigement. Sans son travail, les 10 hameaux du village seraient parfois coupés du monde, un sacerdoce, mais aussi le bonheur de se sentir utile et libre. On est des chanceux, des privilégiés, je pense. Quand on se lève le matin à 4 heures pour partir déneiger, on part avec le sourire parce que ben voilà, c'est agréable, c'est tout. Voilà. C'est autre chose que le bureau. Ça, c'est Ornon sous la neige. Celle-là, c'est pour vous faire voir la quantité. Vous avez vu l'épaisseur au bord de la route, là ? À 86 ans, Colette est l'une des mémoires du village. Avec une pointe de nostalgie, elle se souvient d'une époque où la vie était plus rude, mais aussi plus solidaire. Dans sa jeunesse, les hivers rigoureux se succédaient. Quand il commençait à neiger, il neigeait 8 jours, quelquefois. Et la neige, c'était des mètres de neige. Et c'était déneigé avec des chevaux. Alors, quelquefois, on n'était pas déneigé le premier jour. Pourvu que le Toubi puisse monter. Voilà. Ce que les gens voulaient, c'était ça, que le Toubi et le facteur montent. Désormais, en hiver, à 1300 mètres d'altitude, la vie à Ornon est rythmée par les chutes de neige et les périodes de redoux. Mais malgré les caprices de la météo, la magie de cette montagne reste intacte. Formidable reportage, formidable endroit. Demain, un autre, on ira dans la vallée de la Tarentaise. Avant de vous quitter, ne manquez pas, dans quelques minutes, en direct sur LCI Canal 26, la fameuse conférence de presse de Carlos Ghosn à Beyrouth. Vous le voyez, les journalistes, il y en a plus de 150 venus du monde entier, l'attendent. Carlos Ghosn peut-être expliquera dans quelques instants comment il a pu s'enfuir du Japon. Il va surtout pouvoir se défendre de toutes les accusations portées par la justice japonaise contre lui. Sa femme, ce matin, dénonçait une nouvelle fois la thèse du complot. LCI Canal 26, dans quelques instants, en direct. La Bourse de Paris, elle continue à monter un petit peu, plus 0,10%, alors qu'il est à 6018 points. Dans un instant, Evelyne Delia, avec toujours énormément de douceur, inhabituelle dans cette saison. À 20h, Gilles Boulot. Et puis nous, on va se quitter. Ça fera plaisir à Laurent Mariotte, qu'on va retrouver aussi, avec encore ces belles brioches pour l'épiphanie. Bon après-midi, à demain.
Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.